Je suis rentré chez moi après 2 années passées en enfer, croyant retrouver la chaleur d'un foyer. Mais à la place, j'ai découvert le silence, des meubles déplacés, et un détail qui m'a glacé le sang. Ma femme ne vivait plus seule. Il y avait des chaussons d'homme près du lit. Un autre avait pris ma place. Ce que je ne savais pas encore, c'est que dans exactement 6 mois, cette même femme serait à genoux devant ma porte, les yeux pleins de larmes, me suppliant de lui pardonner. Pourquoi ? Ce qui s'est passé entre ces 2 moments dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout a commencé bien avant mon retour. Bien avant que je sois même envoyé au front. Ce n'était pas une simple trahison. C'était un jeu dangereux, auquel elle-même ne contrôlait plus les règles. Je m'appelle Thomas Lenoir. Avant que tout bascule, avant que la poussière des routes brisées ne se colle à ma peau, avant que les cris des bombardements ne deviennent ma seule berceuse, j'étais un homme banal. Un professeur d'histoire passionné, enseignant dans un lycée tranquille à Bordeaux. Ma vie se résumait à des livres ouverts sur les bureaux, à la craie qui crissait sur le tableau noir, à ces silences remplis d'attention lorsque je racontais les épopées de Napoléon ou les tragédies des révolutions. J'adorais transmettre le passé, car je croyais qu'en le comprenant, on évitait de le répéter. Quelle ironie quand j'y pense aujourd'hui. Ce passé que j'enseignais avec tant de ferveur est devenu la plus violente des réalités, et personne, pas même moi, n'a su l'arrêter. Camille. Rien que son nom me serre encore le cœur. Nous nous étions rencontrés à l'université de Bordeaux, dans cette salle poussiéreuse où elle assistait à un cours de sociologie, et moi, perdu entre 2 lectures, je l'ai remarqué. Elle était là, concentrée, un stylo entre les lèvres, le regard profond. Elle avait cette grâce discrète, ce charme calme qui ne demande jamais à être regardé, mais qui capte l'attention malgré tout. Notre histoire a commencé simplement, autour d'un café mal préparé et d'un livre oublié. Rapidement, elle a coloré ma vie. Elle connaissait mes silences, apaisait mes angoisses, devinait mes doutes avant que je ne les exprime. Camille, c'était ma maison, mon avenir, ma foi en l'amour. Nous nous sommes mariés en petit comité, entourés de quelques amis, un jour de pluie fine qui ne faisait que rendre tout plus intime, plus vrai. J'étais certain de notre solidité. Elle était mon ancre. Et moi, j'étais prêt à lui donner le monde. Mais le monde, lui, n'était pas prêt à nous laisser tranquilles. Quand l'ordre de mobilisation est tombé, notre quotidien s'est effondré. C'était comme si une main invisible avait arraché le tapis sous nos pieds. Je me souviens encore de ses mains, froides, accrochées aux miennes, ce matin-là, sur le quai de la gare. Elle pleurait en silence, la mâchoire crispée pour ne pas céder à la panique. « Je t'attendrai », elle m'a dit. 3 mots. Tranchants comme une lame. 3 mots qui allaient hanter mes nuits pendant 2 ans. La guerre, je n'ai jamais trouvé de mots assez forts pour décrire ce que j'y ai vu. Ce n'était pas une simple succession de combats et de souffrances. C'était l'effacement progressif de l'humanité. On s'habitue au froid, à la faim, aux ordres criés dans une langue qu'on n'entend plus vraiment. On s'habitue même à la peur. Mais ce qu'on n'apprend jamais à supporter, c'est l'idée que tout ce qu'on laisse derrière pourrait se décomposer en silence. À chaque instant, je pensais à Camille. J'écrivais des lettres que je n'étais même pas certain qu'elle recevait. Je racontais mes journées sans dire un mot de l'horreur, je dissimulais mes blessures sous des souvenirs, je fabriquais une version de moi-même que je voulais préserver pour elle. Parce que dans ma tête, elle m'attendait. Elle cousait peut-être. Elle lisait. Elle regardait par la fenêtre, impatiente de me voir revenir. Cette image m'a maintenu en vie. Et pourtant, au moment même où je risquais ma vie, au moment même où je regardais mes compagnons tomber autour de moi, elle construisait une nouvelle existence. Avec un autre. Avec quelqu'un d'autre dans notre lit, dans notre salon, à ma place. Ce choc, je n'ai pas les mots pour le décrire. C'est comme si 2 réalités s'étaient superposées et s'étaient mutuellement détruites. Moi, je vivais dans la boue, avec la peur comme compagne. Et elle refaisait sa vie, sans un mot, sans un adieu, sans explication. Ce n'est pas seulement la trahison qui m'a brisé. C'est l'indifférence. L'absence totale de signes, de regrets, de messages. J'étais devenu un fantôme pour celle qui avait promis de m'aimer jusqu'à la fin. Et pourtant, malgré la douleur, malgré le choc, quelque chose en moi a tenu bon. Quelque chose s'est renforcé. Une sorte de noyau dur, forgé dans l'enfer du front et durci par la vérité de son abandon. Je n'étais plus le même homme.
J'étais revenu blessé, oui. Écorché, abîmé. Mais aussi lucide, plus que jamais. Je n'attendais plus rien. Et c'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à changer. Parce que derrière sa trahison se cachait une histoire plus complexe. Une histoire qui, sans que je le sache, m'impliquait encore plus profondément que je ne pouvais l'imaginer. Ce n'était pas juste une femme qui m'avait oublié. C'était un jeu d'ombre. Une toile qui m'enveloppait, et dont je n'avais encore vu qu'un seul fil. Le plus étrange dans toute cette histoire, ce n'était pas qu'elle soit partie. Ce n'était même pas qu'elle ait refait sa vie. Après tout, combien de promesses faites sous la pression du départ n'ont jamais été tenues? Non, ce qui m'a réellement frappé, c'est la manière dont tout avait été effacé. Comme si j'avais été rayé. Le jour de mon retour, il n'y avait rien. Pas une lettre, pas une explication. Juste cette maison, vide de tout ce que nous avions été. Les cadres avaient disparu. Nos photos aussi. Le lit avait changé de place. Et dans l'air, ce parfum. Léger. Étrangement fleuri, presque sucré. Un parfum qui n'était pas le sien. Une essence étrangère qui s'était infiltrée dans mon intimité, sans ma permission. Je me suis mis à fouiller, machinalement. Comme un homme cherchant un corps sous les décombres. Je cherchais des preuves, un signe de ce que nous avions été. Et dans un tiroir, en dessous d'un vieux carnet de croquis, je suis tombé sur une photo. Mal découpée. Un coin noirci par le feu. Comme si elle avait essayé de la faire disparaître, mais que le passé refusait de se laisser consumer entièrement. Sur cette photo, Camille souriait. Ce n'était pas ce sourire doux que je connaissais. C'était un sourire nouveau, tendu, crispé. Et à côté d'elle, Julien. Mon meilleur ami. Mon frère de cœur depuis l'adolescence. Celui qui m'avait soutenu dans mes pires moments, celui à qui j'avais confié mes doutes, mes peurs, mes secrets. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est fissuré. La trahison prenait une autre forme. Plus ancienne. Plus perverse. Et pourtant, ce n'était que la surface. 3 semaines plus tard, alors que je tentais tant bien que mal de reconstruire quelque chose de mon ancienne vie en triant mes affaires, en répondant à des lettres jamais ouvertes, je suis tombé sur un courrier qui n'avait rien à faire là. Un relevé bancaire. Un détail banal, à première vue. Mais une transaction m'a arrêté net. Un retrait important, effectué 3 jours avant mon retour. Une somme que nous n'avions jamais gardée en liquide. Et surtout, une adresse. Une rue à l'autre bout de la ville. Inconnue. Jamais mentionnée par Camille auparavant. J'ai noté l'adresse, l'ai relue plusieurs fois. Et le lendemain matin, sans savoir exactement ce que j'espérais, je m'y suis rendu. Le quartier était silencieux. Trop propre, trop bien rangé, presque figé. Devant la porte, je suis resté quelques secondes sans bouger. Puis j'ai frappé. 1, 2 fois. Et là, elle a ouvert. Camille. Mais pas celle que j'avais laissée. Son visage était le même, oui, mais il y avait quelque chose de cassé dans ses yeux. Pas de colère. Pas de joie. Juste une fatigue ancienne. Elle ne m'a pas crié dessus. Elle ne m'a pas demandé de partir. Elle m'a juste regardé. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement une femme qui avait refait sa vie. C'était une femme qui portait un poids qu'elle n'avait jamais partagé. Je suis entré. La maison était rangée, presque trop. Pas une trace de Julien. Rien de personnel. Juste des meubles, un chat qui dormait sur le canapé, et cette odeur, la même que dans notre ancienne maison. Le même parfum sucré, flottant dans l'air comme un rappel invisible. Et puis, sans que je demande quoi que ce soit, elle m'a dit « Ce n'est pas ce que tu crois ». Une phrase vide. Un cliché. Mais dans sa voix, il y avait une peur réelle. Quelque chose me disait que la vérité était plus vaste. Plus sombre. Et qu'elle ne m'avait jamais été accessible. Je suis reparti ce jour-là avec plus de questions que de réponses. Mais une chose m'a hanté pendant des semaines. Ce regard qu'elle avait en me voyant. Ce n'était pas de la honte. Ni de la culpabilité. C'était de la terreur. Comme si mon retour déclenchait quelque chose. Comme si ma présence réveillait un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Et ce parfum, pourquoi l'avoir gardé? Était-ce le sien? Était-ce celui d'une autre femme? Ou pire, un souvenir volontairement entretenu? Les détails se mélangeaient, les timelines s'entremêlaient. Et plus je remontais les pièces du puzzle,
plus je découvrais des traces d'un jeu auquel je n'avais jamais été invité. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la maison. Mais cette fois, elle n'y était pas. La porte entr'ouverte. Des papiers éparpillés. Et sur la table du salon, une enveloppe. Mon nom. Écrit à la main. À l'intérieur, une feuille déchirée d'un journal intime. Une page seulement. Mais chaque ligne transpirait la peur. Elle y parlait d'un choix forcé. D'un silence imposé. D'un secret qu'elle n'avait jamais voulu garder. Et à la fin, un seul mot, pardon. Ce mot, griffonné à la hâte, portait en lui une promesse de révélation. Une promesse que ce n'était que le début. Parce que derrière cette trahison intime, se cachait un enchaînement d'événements plus vastes, plus complexes, qui allait transformer ce que je croyais être une simple histoire d'abandon, en une conspiration profondément enracinée. Et sans le savoir, j'étais déjà beaucoup plus impliqué que je ne pouvais l'imaginer. Le docteur Margot Vallet, psychologue reconnu pour son travail sur les syndromes post-traumatiques liés aux séparations conjugales, a un regard glaçant mais lucide sur ces situations. Dans son cabinet à Toulouse, elle reçoit chaque semaine des anciens soldats, des épouses déchirées, des familles éclatées. Elle affirme, ce que la société ne veut pas voir, c'est que la guerre ne finit jamais dans les tranchées. Elle rentre dans les maisons, dans les lits, dans les silences. Lorsqu'un soldat revient, il ramène avec lui une version altérée de lui-même. Mais son partenaire aussi, de son côté, a traversé une guerre invisible, silencieuse, insidieuse. Une guerre d'attente, de peur, de solitude. Ces paroles ont résonné en moi comme une gifle douce. Parce qu'en vérité, je n'avais jamais imaginé que Camille avait pu vivre quelque chose d'aussi oppressant, aussi corrosif, pendant mon absence. Et pourtant, les indices étaient là. Sous forme de détails ignorés. De silences étirés. De regards fuyants. Une étude confidentielle menée par l'Université de Strasbourg en collaboration avec l'Institut national de la résilience, publiée dans un cercle restreint de spécialistes, souligne un chiffre alarmant. Plus de 40% des couples séparés par une mobilisation militaire prolongée ne parviennent pas à retrouver un équilibre affectif ou psychologique une fois réunis. Ce n'est pas seulement une question de fidélité ou de distance. C'est une question de langage émotionnel brisé. Deux réalités trop différentes qui tentent de recoller des morceaux sans reconnaître qu'ils ont changé de forme. Le professeur Émile Darcourt, sociologue des dynamiques post-conflit, l'exprime ainsi: ce qui tue l'amour après la guerre, ce n'est pas l'absence. C'est l'incompatibilité des cicatrices. Mais dans mon cas, les choses allaient bien au-delà du choc des retrouvailles. Camille ne m'évitait pas simplement parce qu'elle avait refait sa vie. Elle semblait surveiller. Ses gestes étaient comptés, ses paroles calculées. Comme si quelqu'un ou quelque chose l'écoutait en permanence. C'est en revoyant Léo Bernier, un ancien camarade de mon régiment reconverti en agent de sécurité privée, que les premières vérités sordides ont commencé à émerger. Lors d'un café discret dans une arrière-salle de brasserie, il m'a glissé: tu crois que t'as été trahi, mais parfois c'est plus compliqué. Les gens qu'on aime peuvent devenir des otages. Et ceux qu'on croit loyaux, des prédateurs déguisés. Léo m'a alors raconté ce qu'il avait entendu de la bouche d'un autre soldat, rentré quelques mois avant moi, et qui avait vu Julien fréquenter des milieux douteux. Des cercles de prêt à taux usuriers. Des réseaux de recouvrement très loin de la légalité. Selon lui, Julien n'était pas seulement proche de Camille. Il était devenu, dès les premières semaines de mon déploiement, son conseiller financier officieux. Après une arnaque à la rénovation énergétique qui avait laissé notre maison avec une facture de plus de 20 000 €, Camille, paniquée, s'était tournée vers lui. Et Julien, toujours souriant, toujours serviable, lui avait prêté l'argent. Mais à des conditions qu'elle n'avait pas comprises. Ou qu'elle avait acceptées par peur. Le piège s'était refermé. Les menaces avaient commencé par téléphone. Puis, de manière plus insidieuse, dans le voisinage. Des messages laissés dans la boîte aux lettres. Une voiture toujours garée en face de la maison. Julien ne venait pas comme un amant, mais comme un geôlier bienveillant. Et peu à peu, il avait pris sa place. Non pas dans son cœur, mais dans son espace vital. Il contrôlait ses mouvements, ses dépenses, ses rencontres. Il lui interdisait de me contacter. Elle pensait me protéger. En réalité, elle survivait. Et moi, pendant ce temps, je rêvais d'elle, dans les tranchées, imaginant qu'elle m'attendait sous le porche avec ce sourire que j'aimais tant.
Ce que j'ai découvert ensuite m'a fait froid dans le dos. Un ancien voisin, que j'ai retrouvé par hasard, m'a révélé que plusieurs nuits, ils avaient entendu Camille pleurer. Qu'elle sortait parfois en pleine nuit, pieds nus, marcher dans le jardin sans parler à personne. Une fois, elle avait même appelé la police, mais aucun dépôt de plainte n'avait été enregistré. Julien avait des relations. Dans la mairie. Dans la gendarmerie. Et Camille, elle, n'avait personne. Son isolement était stratégique. Calculé. Organisé pour qu'elle n'ait d'autre choix que de se soumettre. J'ai compris alors que la trahison que j'avais ressentie n'était qu'un écran de fumée. Que le véritable coup de poignard, ce n'était pas son absence à mon retour, mais le système qu'on avait tissé autour d'elle pendant mon absence. Un système dont Julien était le centre, mais pas l'unique acteur. Des noms commençaient à émerger. Des mouvements bancaires. Des signatures falsifiées. Une hypothèque que je n'avais jamais autorisée. Et chaque découverte m'éloignait un peu plus de l'homme naïf que j'avais été, et me rapprochait de cette vérité que je n'étais pas encore prêt à affronter. Parce que si Camille était piégée, si Julien était le créancier, alors, qui tirait vraiment les ficelles? Qui avait intérêt à nous séparer, à me faire disparaître du tableau, à la réduire au silence? Une question restait suspendue dans l'air comme une menace invisible. Et si cette guerre n'avait jamais été vraiment terminée pour moi? Vous vous souvenez du relevé bancaire que j'ai trouvé en rentrant, cet oubli apparemment anodin, glissé entre des factures jamais ouvertes? Ce montant précis, retiré en liquide à quelques jours de mon retour, m'avait intrigué. À l'époque, je pensais que c'était une fuite, une manière pour Camille de tirer un trait sur notre vie passée. Mais ce n'était pas une fuite. C'était un paiement. Un paiement silencieux, clandestin, pour acheter un peu de temps. Le temps qu'il lui fallait pour éviter que je découvre la vérité trop tôt. Mais la vérité, elle ne peut pas être achetée éternellement. Elle finit toujours par fissurer les murs du silence. En remontant les transactions, j'ai compris que ce retrait correspondait exactement à une somme due à une entité appelée AS Gestion Privée. Un nom générique, presque anonyme, mais qui, après quelques recherches, s'est révélé lié à plusieurs dossiers suspects dans les archives du tribunal de commerce. Parmi les plaignants figuraient des familles endettées, des retraités ruinés, et, dans certains cas, des signalements de harcèlement. C'était donc ça. Camille avait fait appel à une société de recouvrement privé. Non pas pour se sauver, mais pour ne pas m'impliquer. Et c'est là que tout s'est embrouillé dans ma tête. Pourquoi m'écarter? Pourquoi me protéger à ce point? Qu'y avait-il de si dangereux que même mon retour pouvait aggraver? C'est dans notre ancienne maison, en fouillant un tiroir du meuble à chaussures, celui qu'elle utilisait rarement, que j'ai mis la main sur un vieux téléphone Nokia. Cassé, mais encore allumé. Dans sa mémoire, quelques messages. Aucun contact enregistré. Juste des numéros. Et des mots. Des codes. Des menaces déguisées. Des messages comme « pas de visite cette semaine ». Ou encore « s'il revient, tout s'effondre ». Une phrase répétée dans plusieurs échanges, sous plusieurs formes. Comme un avertissement. Comme une prophétie. Cette phrase est restée dans ma tête pendant des semaines. S'il revient, tout s'effondre. Mais quoi? Une histoire? Une illusion? Un plan? Et puis j'ai repensé à Julien. À ses sourires polis. À son empressement à m'aider à tourner la page. Je me suis souvenu d'un moment précis, sur le pas de ma porte, lorsqu'il m'avait dit « Tu mérites de recommencer ailleurs ». À l'époque, j'y avais vu une forme de compassion. Aujourd'hui, je comprends que c'était un avertissement déguisé. Il ne voulait pas que je creuse. Que je reste. Que je comprenne. Car en restant, je devenais une menace pour ce qu'il avait construit. Mais quoi exactement? Une emprise? Un réseau? Ou quelque chose de plus grand, de plus sale? Camille, elle, n'avait jamais quitté son emploi. Elle avait seulement changé de patron. Et ce patron n'était pas Julien. C'était un homme que je n'avais jamais rencontré, mais dont le nom apparaissait entre les lignes des messages. Un autre détail m'est revenu. Quelque chose que j'avais oublié. Lors de notre dernière conversation avant mon départ en mission, Camille m'avait dit « Quand tu reviendras, on fera le voyage en Italie dont on rêvait ». C'était une promesse, une vision douce pour après la guerre. Mais à mon retour, j'ai trouvé dans sa chambre une brochure touristique, non pas pour l'Italie, mais pour la Lettonie. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce pays? En creusant encore,
j'ai découvert que AS Gestion Privée était enregistré à une adresse lettonne. Une société écran, spécialisée dans les prêts internationaux. Tout était lié. Son silence. Son regard vide. Sa peur. Elle ne m'avait pas quitté. Elle s'était perdue dans un engrenage. Et c'est dans cet état d'alerte constante, de puzzle incomplet, que les mois ont passé. 6 mois. Où j'ai tenté de recoller les morceaux de ma vie, seul. Où j'ai cru l'oublier. Où je me suis dit qu'elle avait fait ses choix, que je devais faire les miens. Mais quelque chose en moi refusait d'y croire. Ce pressentiment, cette intuition persistante, qu'elle n'était pas partie, mais qu'elle attendait. Et cette attente s'est matérialisée une nuit de janvier. Un vent glacial soufflait sur Bordeaux. La rue était vide, le silence presque épais. Il était 2 heures du matin quand j'ai entendu frapper à ma porte. 3 coups. Distincts. Urgents. Je me suis levé, l'estomac noué. J'ai traversé le couloir, chaque pas résonnant comme un tambour dans ma poitrine. Et quand j'ai ouvert, elle était là. Camille. Tremblante. Amaigrie. Le regard paniqué. Elle n'a rien dit. Juste une phrase. Une seule. Ils savent que tu sais. Puis elle s'est effondrée dans mes bras. Ce moment a tout changé. Parce que cette phrase n'était pas une supplication. C'était un avertissement. Et ce que je n'avais pas encore compris, c'est que le piège n'était pas refermé sur elle. Il se refermait sur nous deux. C'était une nuit d'hiver si dense qu'on aurait juré que le silence lui-même gelait dans l'air. La lumière du réverbère oscillait sous le vent, projetant des ombres longues et instables sur le trottoir. Quand j'ai ouvert la porte, mes mains tremblaient sans que je sache pourquoi. Peut-être l'instinct. Peut-être parce que, même sans avoir vu son visage depuis des mois, mon corps se souvenait encore d'elle. Camille. Elle se tenait là, comme un fantôme. Les traits tirés, les yeux caves, les lèvres fendillées par le froid. Ses premiers mots, à peine un souffle, je n'ai nulle part où aller. Je l'ai fait entrer, sans réfléchir. Elle avait le même manteau qu'avant, mais il semblait trop grand pour elle, comme si elle s'était rétrécie, dissoute dans l'angoisse. Elle s'est assise sur le canapé, sans oser me regarder. Le silence entre nous était pesant, chargé de tout ce qu'on n'avait jamais dit. Puis elle a commencé à parler. Et ce que j'ai entendu m'a coupé le souffle. Camille n'avait jamais quitté notre vie par choix. Elle en avait été arrachée. Manipulée. Ruinée. Julien, mon ami de toujours, n'était qu'un masque. Il appartenait à un réseau financier illégal, déguisé en société de gestion. Il utilisait les conjoints de militaires comme cible. Des gens vulnérables. Isolés. Des personnes que l'on pouvait faire chanter. Camille avait contracté la dette pour me protéger. Parce que Julien détenait quelque chose. Pas sur elle. Mais sur moi. Une copie d'un dossier militaire que je croyais enterré à jamais. Classé confidentiel défense. Lors d'une mission en zone grise, des années plus tôt, avant même que je la rencontre, j'avais été témoin d'un incident. Un incident que l'État avait intérêt à effacer. Je pensais que c'était fini. Classé. Mais Julien avait récupéré une version du rapport. Et s'en était servi pour faire pression. Camille avait payé, non pas pour elle, mais pour que mon passé ne ressurgisse jamais. Je suis resté figé. Chaque mot résonnait en moi comme une explosion sourde. Elle ne m'avait pas trahi. Elle m'avait protégé, en silence, au prix de sa dignité. Et je n'avais rien vu. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le reste. Les mois de silence. Les regards fuyants. Les visites chez ses parents annulées. Tout prenait sens. Mais c'est à ce moment précis, alors que l'émotion montait, que tout a basculé. Les phares d'une voiture ont traversé la vitre du salon. Une berline noire, vitre teintée. Moteur allumé. Stationné sans un bruit. Puis 3 hommes sont descendus. Costume sombre. Démarche lente. Mais déterminée. Pas un mot. Pas un geste précipité. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas venus pour chercher des explications. Ils étaient venus avec une mission. Et je l'ai compris au regard paniqué de Camille. Elle a murmuré, « Ce ne sont pas eux qu'ils veulent, c'est toi. » Je n'ai pas eu le temps de répondre. Une main sur l'épaule. Une pression légère. Elle me suppliait du regard de lui faire confiance, une dernière fois. Comme si notre survie dépendait d'une seule décision. Fuir. Ou rester. Parler. Ou se taire. Agir.
ou disparaître. Et à ce moment-là, j'ai su. Tout ce que j'avais vécu jusque-là, la guerre, la trahison, la solitude, le retour n'était qu'un prélude. Une introduction au vrai combat. Celui qui m'attendait maintenant. Parce que ces hommes n'étaient pas là pour l'argent. Ni pour Julien. Ni pour Camille. Ils étaient là pour récupérer un fichier. Une preuve. Quelque chose que j'étais censé ignorer posséder. Mais que quelqu'un avait glissé entre mes affaires, à mon insu. Et si j'avais ouvert cette porte ce soir-là, ce n'était pas un hasard. C'était le début d'une autre vérité. Une vérité bien plus grande. Bien plus dangereuse. Une vérité pour laquelle certains étaient prêts à tuer. Voulez-vous connaître la suite? Parce que ce qui arrive ensuite dépasse tout ce que vous imaginez.